Charlotte Abramoff, tu es photographe, réalisatrice et directrice artistique. On connaît bien ton travail dans les sphères féministes parce que tu as créé ces dernières années de nouvelles représentations pour les corps féminins, que ce soit à travers ta série Vulvotopia, le clip d'Angèle, Balance ton quoi, ou le court-métrage de la série H24 avec Déborah Lucumona. Tu crées des images pop, marquantes et très politiques. On reconnaît ton esthétique colorée, ton univers surréaliste entre mille. Tu croules sous les prix, les récompenses, les magazines s'arrachent ton travail. Mais aujourd'hui, tu es au micro de Folie Douce à 2 titres. Tu as été l'une des voix du projet, santé mentale grande cause, avec une série intitulée La tête haute, dans laquelle tu as photographié et filmé des personnes atteintes de troubles psy pour, sensibiliser et lutter, contre leur stigmatisation. Et surtout, tu viens d'inaugurer une exposition et de republier un livre autour, de ton projet Maurice, tristesse et rigolade. L'expo est en cours en ce moment à Bruxelles, on peut la voir jusqu'au 21 décembre et le livre est en librairie. Maurice, c'est ton papa. Il a été malade, il a subi une opération qui lui a laissé des séquelles, psychiques, cérébrales, cognitives. Il a frôlé la mort, il est revenu à la vie, il est décédé il y a 7 ans. Et tous ces portraits que tu as fait de lui, qu'on voit dans ce livre, dans cette expo, ça parle de vulnérabilité, ça parle de vieillesse, ça parle de handicap, ça parle de folie, ça parle de deuil, ça parle de lien, ça parle de soins. Bref, ça parle de tout ce qu'on a envie d'aborder dans Folie douce, donc je suis vraiment super heureuse que tu sois là aujourd'hui. Merci beaucoup Lorraine, moi aussi. Comment ça va aujourd'hui, Charlotte? Genre vraiment? Bah, franchement aujourd'hui ça va. J'avoue que depuis que j'ai un peu cette expo, dans les rails et le la réédition de ce projet, ça m'a beaucoup aidée. Après je trouve toujours que c'est dur d'aller complètement bien, dans un monde qui va aussi mal. Donc parfois, je mets des œillères pour que ça aille «mieux» quoi, entre guillemets, des œillères très temporaires. Donc je dirais que c'est une balance, où parfois ça va mieux que ça ne va pas et puis parfois ça va pas du tout. Mmh. Mais je pense qu'on est beaucoup comme ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais là, présentement, ça va. Bon, et ben, tant mieux. Et le fait de te remettre, les mains, dans ce projet, Maurice, 7 ans après le départ de ton papa, je crois d'ailleurs que le chiffre 7 a Mmh. été déterminant, enfin, tu as vu comme un signe, une espèce de nécessité d'y revenir. Ouais. Ça t'apporte plus de joie que de tristesse? Bah, c'est vrai que c'était un gros challenge, et en fait, vu que mon papa, il est décédé juste avant la sortie du livre, enfin, littéralement, il est mort et 10 jours après, j'étais à l'imprimerie. Bah, j'ai surfé un peu sur cette, sortie du livre, je pense que ça m'a aidé à ce que ce soit moins dur, étrangement. Et après, quand le livre est sorti et qu'il a été rapidement en rupture de stock, puis d'un coup, il y avait plus rien, quoi. Donc là, c'était un peu plus dur de redescendre et de dégringoler un peu dans la réalité du deuil. Et puis on me demandait beaucoup le livre et cetera, mais c'est vrai que, bah, je me sentais pas prête. Enfin, je pense que pendant 2 3 ans, moi, j'étais dans une forme un peu de déni où je mettais le truc sous le tapis et je voulais pas trop revoir des images de mon père et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte justement, l'année dernière que ça allait faire 7 ans, du coup, puisque le livre est sorti en 2018 et que mon père est mort au même moment. Et vu qu'il a été malade pendant 7 ans et qu'en effet, il y avait quelque chose autour du chiffre 7, je me suis dit: «Bah, je sais pas, il y a un cycle à boucler». Et donc je me suis dit: «Bah, je vais rééditer le livre, mais je vais rajouter un chapitre qui se présente sous un petit livret de 48 pages à part et qui complète le livre et qui s'appelle, «Vivre sans, vivre avec». Et vu qu'il y avait toute une dimension thérapeutique dans le livre sur la maladie, sur comment changer son regard, sur justement, bah, voilà, le handicap, la maladie, la vieillesse, toutes ces thématiques un peu angoissantes et que j'y suis parvenue. Trouver de la poésie et de la joie là-dedans, bah, d'un coup, c'était un autre challenge de comment transformer mon regard sur l'absence et que faire de tout ce deuil, que faire de cette absence. Donc je me suis raccrochée alors que je suis athée, je me suis raccrochée à des signes que je vois de lui et j'ai décidé un peu d'écrire là-dessus et de faire quelques images qui sont parfois, bah, très banales parce que justement dans le deuil, on essaye de se raccrocher à 3 fois rien pour nous rappeler la personne et pour, bah, voilà, pour essayer de transformer, cette douleur de l'absence en quelque chose de présent. Et donc c'était tout un processus, voilà, au début, j'avoue que ça me faisait peur, puis je me suis rendu compte qu'en fait, je confrontais mon deuil et que finalement, je trouve que le deuil, on le fait jamais vraiment, mais plutôt on apprend à vivre avec ou on apprend à l'apprivoiser pour qu'il soit moins, rugueux, douloureux,
tranchants et qui deviennent un peu plus ronds en nous. Et donc c'était ce travail de transformation, voilà, que j'ai fait, cette dernière année, à la fois avec ce nouveau chapitre, puis avec cette exposition, qui m'a beaucoup passionnée. Puis c'est vrai que, quand j'étais au laboratoire et qu'il y avait ces grands tirages qui sortaient de Maurice, bah, d'un coup, je les redécouvrais sous une taille, tout à fait différente. Puis d'un coup, il était présent dans le labo, j'avais son visage en énorme devant moi. Donc c'est vrai que c'était parfois assez émouvant, mais j'étais toujours quand même assez excitée d'avoir l'impression que ça le rendait vivant à nouveau. D'ailleurs, c'est Amélie Nothomb qui a, sorti cette année un livre sur sa mère qui est décédée et elle a dit dans une interview, «J'avais peur qu'en parlant d'elle et de sa mort justement je m'effondre et finalement, à force d'en parler, j'ai l'impression que ça la rend plus vivante et ça me remplit de joie» et je me suis retrouvée très fort, dans ces mots-là, quoi. Mmh. C'est magnifique et ce chapitre dont tu parles, le dernier chapitre de ton livre, moi qui connais bien, le deuil aussi, ça m'a énormément parlé et je trouve que cette idée que tu as de dire qu'on vit pas sans, on vit avec l'absence, c'est Mmh. c'est tellement juste en fait. C'est plus, ouais, ça prend beaucoup de place l'absence. Je crois que c'est une phrase d'une chanson de Odezen. Et tu as raison. On va revenir sur ce projet Maurice parce qu'il y a Ouais, enfin, je bien voudrais que tu en sûr. parles plus en détail. Mais, avant, je voudrais qu'on revienne sur cette série, Tête haute, que tu as réalisée, pour la Fondation hospitalière de France. Pourquoi tu as trouvé que c'était important de créer des nouvelles représentations, des nouvelles images pour parler, de santé mentale? Bah, parce que, c'est vrai que malheureusement la santé mentale, la psychiatrie, d'ailleurs plus la psychiatrie, reste, assez tabou parce qu'elles sont empreintes de représentations négatives, sombres, angoissantes. Souvent il y a des idées de violence ou enfin même je pense à un film comme, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Enfin c'est toujours une esthétique assez crue, assez noir et blanc. J'imagine aussi souvent, bah, pour faire écho à la souffrance, psychique qui est réelle et qui existe et qu'il faut mettre en lumière et qu'il faut comprendre. Mais je pense qu'il y a des moyens de le faire, peut-être plus doux, plus humanisant. Puis, je trouve que, bah, la psychiatrie, c'est un sujet qui touche tout le monde, de manière directe ou indirecte. Parce qu'on a tendance un peu inconsciemment à se dire que c'est, enfin, il y a «les fous et les autres» entre guillemets. Enfin, il y a quelque chose un peu de séparation, qui est complètement absurde parce qu'en fait, tout le monde peut avoir un épisode dépressif dans sa vie, tout le monde peut rencontrer enfin, en fait, c'est le propre de la vie humaine de rencontrer des difficultés et après, à quel point on est armé face à ces difficultés ou à quel point on peut être aidé aussi et le problème de ces représentations négatives et de cette peur un peu de la psychiatrie, bah, ça fait que ça empêche, l'accès aux soins, ça retarde les diagnostics et finalement c'est néfaste un peu pour tout le monde, quoi. Surtout pour les personnes concernées qui souffrent d'autant plus, pour l'entourage, pour, les gens, de manière générale. Je pense que si tout le monde était plus à même de comprendre ce qu'est un trouble psychique ou même ce qu'est une dépression, peut-être qu'on serait plus tendres les uns envers les autres, on serait plus empathiques, on comprendrait mieux et bah, ça amènerait à un monde meilleur, même si ça fait très bisounours de dire ça, mais il y a vraiment un enjeu hyper important. Puis, moi, j'avais aussi envie, parce que j'ai aussi, connu dans ma vie, voilà, des personnes, qui ont beaucoup souffert, au niveau de la santé mentale et moi, j'avais très envie qu'on puisse comprendre, cette souffrance, hem et parce que c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose de l'ordre du rejet ou de l'isolement. Or, encore une fois, l'isolement, ça aggrave aussi la souffrance. Donc je pense que c'est toujours dans cette idée de comprendre, de vouloir mettre en lumière, de vouloir, partager, de vouloir parler. Puis surtout, souvent mes projets artistiques, c'est plutôt des prétextes. Dans le sens où La Tête haute, c'est une série de portraits du coup de 7 personnes, à la fois des patients, des aidants et des soignants que j'ai voulu d'ailleurs photographier, de la même manière, parce que je voulais pas qu'il y ait de distinguo. D'ailleurs, on peut complètement être soignant et patient en même temps. Personne n'est à l'abri de rien et donc je voulais, voilà, déjà faire un peu tomber ces barrières, heu, hiérarchiques, on va dire et montrer des visages, lumineux, assez, frontaux et plein fouet dans l'image, avec un regard qui soit à la fois, déterminé mais doux à la fois et voilà, qu'on n'ait pas peur de regarder en face, la psychiatrie, qu'on n'ait pas peur de regarder en face des humains, qui souffrent ou qui ont souffert et qui se reconstruisent et qui se réparent. Parce que c'est tout un cycle, de ça au final, d'écoute, de réparation et d'accompagnement et bah, à la fois à l'échelle, d'une société, à la fois à l'échelle des services publics et à la fois dans les relations interpersonnelles, comment mieux comprendre, les gens qui souffrent autour de nous, comment aussi accepter l'aide.
Et donc ouais, ce projet, c'était un peu aussi un prétexte pour donner cette parole, cette voix. Donc il y a aussi des enregistrements audio. On a fait un montage audio qui doit, à mon avis, durer, à peu près une demi heure et où on a ces 7 personnes, leurs 7 voix qui s'entremêlent, leurs récits, et voilà, c'était super important pour moi, finalement, que ces portraits, ils soient vraiment le début d'une parole qu'on donne et qu'on écoute, hem, parce que c'est un sujet tellement important, et qu'il y a encore, du travail à faire. Ouais. Ce que je trouve, passionnant, c'est que tu as dit, on a une représentation surtout en noir et blanc, de la psychiatrie et c'est vrai que toi, ça passe vraiment beaucoup par la couleur, ton Mmh. travail. Par exemple, tout le travail que tu as fait, je parlais d'Ulvotopia parce que je crois que c'est vraiment le premier projet que j'ai vu de toi où Mmh j'ai fait: mh. «Waouh, mais c'est un délire, en fait», où c'était vraiment, une question sur une réflexion, sur, l'invisibilisation du sexe féminin, et puis par extension sur le viol, sur le consentement et ça passait par des photos, de fruits, d'objets, très pop, très colorés. Ça allait complètement à l'inverse de ce qu'on imagine comme esthétique, Mmh. pour parler, de viol ou d'excision, enfin voilà et je me suis demandé si tu voyais une continuité dans la façon dont tu as traité esthétiquement et même intellectuellement, cette question de la santé mentale avec tout ce que tu as fait sur les représentations, féministes. Oui, je pense que de toute façon, ça fait partie de moi et de mon regard, donc même si c'est pas forcément ultra conscientisé, bah, la couleur, par exemple, c'est quelque chose qui guide mon travail. C'est quelque chose qui moi-même, je pense que j'ai peut-être une forme d'addiction à la couleur, je sais pas, mais ça me déclenche vraiment de la dopamine, enfin vraiment j'ai des shots de plaisir quand je vois de la couleur, c'est un peu étrange, mais et surtout je comprends pas trop pourquoi la couleur, devrait être reléguée, au monde de l'enfance. Pourquoi il y a que les enfants qui ont droit aux couleurs? Pourquoi d'un coup dans le monde adulte, on est tout gris? Ça n'a pas trop de sens, je sais pas, c'est parce qu'on veut Ou que ce soit beige, plus sérieux, crème, voilà, tout est beige. voilà. Déjà que Paris est complètement beige, mais et du coup voilà, je trouve que la couleur ça raconte quelque chose, ça ramène des émotions. D'ailleurs, il y avait une photographe, malheureusement j'oublie son nom, mais qui avait fait un travail super beau sur des cellules de prison, à Lausanne qui ont été repeintes en rose, clair et qui ont vraiment une influence sur, comment se sentent et comment se comportent les détenus. Donc la couleur a vraiment un impact, psychologique, hyper intéressant et encore une fois, c'est aussi, des codes, visuels, qui peuvent amener différentes émotions. Donc c'est vrai que dans ces portraits-là, j'avais envie de quelque chose d'assez doux et la couleur, c'est vrai, est pour moi un vrai langage, quoi. La couleur et l'humour. Oui, c'est vrai. Mmh. L'humour, c'est important aussi, pour mettre de la distance, pour regarder d'un autre angle de vue, quelque chose, puis pour peut-être aussi, enlever un sérieux qui peut être trop plombant. Enfin, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé dans mon projet sur mon père, bon, aussi parce que mon père est drôle, mais mais ça aide tellement l'humour, enfin, j'apprends rien à personne, c'est un peu la base de la survie. Mmh. L'humour et la couleur, tu viens de le dire, ça renvoie au monde de l'enfance et c'est justement la question que je voulais te poser maintenant. Est-ce que tu étais une enfant qui allait bien? Franchement, je pense que oui. Je pense que même, j'étais une enfant qui allait, franchement très bien. Bon, j'avais, des inquiétudes comme j'imagine plein d'enfants, heu, dans certains contextes familiaux et cetera. Mais, j'ai eu une enfance hyper, chanceuse, j'ai grandi aussi en partie à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Donc j'étais dans la nature et je pense que ça aussi, ça a beaucoup développé, mon goût pour, les couleurs, pour les lumières, pour, la nature aussi, pour les animaux, pour, quelque chose de très. Finalement, dans ce décor de Belle-Île, il y avait une forme de protection, de bulle, où j'étais, voilà, dans cette nature, magnifique et sauvage, un peu à l'abri de d'un monde plus violent peut-être et voilà et puis j'ai eu la chance d'avoir des parents, médecins qui m'ont, re donné beaucoup de capital culturel dans le sens où ils m'ont mis au musée, j'ai fait du piano, j'ai pu développer une expressivité artistique, assez tôt et ça je sais bien que c'est un privilège et donc c'est sûrement des graines qui ont mené, à ma sensibilité d'aujourd'hui, quoi. Je savais pas que tu avais grandi, à Belle-Île. Si, ouais, Je ouais. t'imaginais, pur jus territoire belge. Bah, j'ai grandi, moitié à Belle-Île et moitié en Belgique pour le coup et aussi à la campagne en Belgique. Mais c'est vrai que autant je pense que la belgitude et l'esprit belge m'ont marquée et autant les paysages de Belle-Île, m'ont marquée aussi puisque quand j'y suis retournée il y a pas longtemps, j'ai vu que, par exemple, même dans les volets des maisons et tout, c'est plein de couleurs qui reviennent tout Ouais. le temps dans mon travail. Du coup, j'étais là: «Ah oui, en fait, ce goût pour ces couleurs particulières,
ça vient aussi de Belle-Île, quoi. Ouais, il y a une lumière assez particulière sur cette île. Ouais, J'y ouais, suis allée c'est une fois et incroyable. j'oublierai jamais. C'est magnifique. Bah, de toute Mmh. façon, il y a plein d'artistes qui y sont allés, Monet, Sarah Bernard, enfin, c'est vraiment une île, magique. Mais après, je faut pas en parler trop parce que sinon il y a trop de touristes Non, qui vont. n'y allez pas. C'est très il fait moche tout le temps, en Ouais, fait. voilà, il fait froid, il pleut. La Bretagne, il pleut. Chut, faut pas le dire. Tes parents, tu viens de le dire, t'ont transmis, voilà, un sens de l'art, de l'esthétique et puis surtout, ils t'ont donné un appareil photo, je crois, assez tôt, dans ta vie. J'aime beaucoup te lire raconter, les premières photos que tu prends, quand tu photographies le chat, les fleurs, le jardin. On imagine vraiment l'émerveillement de l'enfance, Ouais, c'est vraiment dans ça. cette faculté à garder des images de ce qu'on voit autour de soi. Est-ce que tu penses que ça t'a peut-être, le fait que tu pratiques si tôt, cet art, qui est en plus devenu ton métier par la suite, est-ce que tu crois que ça t'a donné une espèce d'alphabet de l'émotion un peu différent, une espèce d'outil supplémentaire pour exprimer ta palette émotionnelle? Ouais, c'est sûr. Je sais pas si c'est lié au fait que je l'ai commencé tôt, mais je pense que j'ai toujours été une enfant, très observatrice. Déjà, j'ai toujours été, limite, la gosse un peu dans la lune, qui fixe, les autres, et qui regarde beaucoup. Vraiment, ma mère, elle m'avait mis un cours de danse et la prof, elle dit: «Bon, bah, j'ai pas compris». Elle s'est assise, elle a regardé, elle a Elle a pas pas dansé. dansé. Mais, mais c'est vrai que, en fait, j'ai au fur et à mesure de mes images, j'ai aimé le fait que la mise en scène, finalement, elle pouvait raconter plein de choses. Puis surtout que je pouvais un peu bâtir un univers dans le imaginaire, qui me servait d'échappatoire, finalement, à certaines épreuves de la vie, ou à même à l'adolescence. Je me suis rendu compte aussi, d'ailleurs aussi en lisant Enfin seule, qu'en finalement, je pense que ma démarche photographique, elle est née d'un instinct aussi, féministe, dans le sens à la fois il y avait cet aspect du jeu, bah, voilà, faire des images, graver l'instant. Oh mon Dieu, tu fais une photo et elle est là pour toujours. Enfin, c'est incroyable en vrai quand on y pense. Mais j'étais aussi traversée à l'adolescence, au moment où j'ai commencé à faire des photos, à justement cette question du corps qui change, d'un coup de: «Ah bah, je suis plus une enfant, je deviens une jeune fille, je vais devenir une jeune femme». Puis d'un coup, toute cette question de la beauté, de: «Ah, il faut être belle, ah, mon corps il change», d'un coup ce regard hyper critique sur soi. Où je pense que j'avais inconsciemment envie de raconter autre chose, sur cette féminité. Je voulais pas qu'elle soit cadenassée dans ce male gaze finalement, dans ce regard très objectisant, dans ce regard, qui ouais, qui est très contraignant sur l'ordre du désir et de être belle, être bonne, toujours d'une seule manière très étroite. Et donc j'avais envie de photographier mes amis, de photographier, j'avais déjà conscience en fait que le regard d'une jeune fille sur une autre jeune fille, c'était différent. Et qu'il y avait cet rapport assez égal, complice, où voilà, moi, le rapport de confiance, ça a toujours été quelque chose de très important dans mon travail avec les personnes que je photographie. Et donc, je pense que c'est né aussi de ça, de me dire, «Purée, les représentations dans les magazines et tout, c'est quand même ça ressemble tellement pas à moi ni à mes copines, et comment je peux raconter de l'imaginaire?» Et à travers ça, bah, je me suis rendu compte aussi de la force des objets, de la force des métaphores, de la force des couleurs, comme je le disais, et de me rendre compte que je pouvais raconter ça. hem, Ça me plaisait beaucoup de me rendre compte que je pouvais traduire visuellement des choses. Je pense que, bah, ça se sent même, par exemple, dans Balance ton quoi, ou même il y avait tout un enjeu, ou même dans le décor, j'essayais de placer des signes, en arrière-plan, ou quoi ou qu'est-ce. Et bon, dans le projet Maurice aussi, où j'ai beaucoup développé ce côté, où chaque objet a aussi un peu de sens, enfin, a carrément du sens dans ce que j'ai voulu raconter. Donc oui, je pense que ça m'aide à fond. Après j'aime bien écrire aussi, mais j'écris trop peu. D'ailleurs, les journaux intimes dont tu parles aussi, c'était hyper intéressant, sur le fait qu'on écrive, mais qu'on sait jamais si ça va être lu ou pas, donc à quel point on écrit pour soi ou pas. Mais voilà, je me suis peut-être égarée dans cette longue réponse. Mais j'adore que tu cites mon livre pour me répondre, je suis hyper honorée et en fait, en t'écoutant, je pense à un je sais pas si tu es arrivée à ce chapitre parce que je crois que tu es en train de le lire, mais il y a cette, historienne de l'art, qui a écrit un livre qui s'appelle «Apprendre à voir». Ah, c'est j'ai pas encore, je suis à la pile à moitié, je Ouais, je pense, veux donc pas j'ai te pas le encore. spoiler, mais ça me fait vraiment penser à ce que tu viens de dire parce qu'en fait, il y a aussi une façon de voir le monde, féministe et elle parle Mmh. des naturalistes du début du XXe siècle, fin 19e, qui étaient des femmes à qui on barrait complètement la route, de la science et de l'université, mais qui voulaient étudier, la botanique, les insectes, les animaux et qui en fait faisaient les choses d'une façon complètement différente des hommes. Par exemple, elles allaient, passer, 5 ans à étudier le comportement, d'un type de guêpe dans leur jardin.
J'adore. Et en fait, c'est vraiment le home-based, la science qui n'est plus une science, Mmh. exploratrice, conquérante. Mmh. Enfin, bref, tout ça pour dire que en fait, dans le geste de regarder, Mmh. il y a aussi la reconstitution, en fait, d'un rapport au monde qui peut être Complètement. complètement différent, que le rapport dominant-dominé qui s'instaure, dans la science, Mmh. un peu masculine, quoi. Mmh. Et je trouve que dans ta façon de photographier et de regarder, le monde, tu as vraiment ce geste-là, en fait, Mmh. d'un apprendre à voir, qui soit, ouais, féminin, en fait, ou féministe, en tout cas. Oui, bah, qu'il soit en tout cas dans un rapport plutôt horizontal, Ouais. plutôt empathique. Enfin, je pense que l'empathie, c'est quelque chose qui me guide énormément. Puis ça a été le cas justement sur le projet de la tête haute, où j'avais tout cet enjeu de me dire, «Ah mais comment moi-même je ne reproduis pas, heu, complètement inconsciemment des stigmates que, bah, en fait, je suis un être de la société, quoi». Donc j'ai baigné dans cette même marmite dans laquelle on a tous baigné et c'est à chacun de déconstruire un peu les rapports qu'on nous a appris. Bon après heureusement, j'ai quand même, une maman psychiatre de base, donc je pense que j'avais une certaine, sensibilité, à ce monde-là, à certains enjeux, à la souffrance aussi psychique. Donc ça m'a beaucoup aidée, mais c'est vrai que je me rends compte aussi que, dans mon travail, ma personnalité aide aussi parce que, bah, comme je disais, c'est hyper important pour moi de créer un lien de confiance avec toutes les personnes que je photographie, que ce soit, des anonymes, des personnes malades, des personnes au top, qui vont hyper bien ou bien, des stars ou des stars qui vont très mal aussi. Ouais. Mais voilà, c'est toujours très important pour moi cette connexion et je pense que même de manière générale, la collection, entre les humains quoi, sur les thématiques, enfin au-delà de mon rapport, photographique ou de portrait, c'est derrière, comment mes projets peuvent être, perçus, que ça puisse être des points de ralliement, par exemple, je me souviens une jeune femme qui se promenait dans la rue avec sa mère, qui devait plus de 50 ans et qui m'avait dit être tombée sur une de mes affiches de Sex Education, qui était un petit manuel d'éducation sexuelle que j'avais fait avec Netflix, il y a quelques années et c'était, Emma Mackey, l'actrice principale de la série, qui montrait un clitoris qui était représenté en céramique et elle m'a dit: «C'est fou, c'était la première fois que ma mère, voyait ce qu'était un clitoris» et on a pu en parler et ça, c'est ça aussi qui me passionne, c'est comment ça devient des sujets de discussion ou de débat ou d'échange et à chaque fois, c'est la connexion quelque part, quoi, c'est recréer du lien qui Ouais, m'intéresse aussi. mais dans le simple geste du portrait, enfin, et je pense que tout le monde l'a vécu puisqu'on est tout le temps en train d'être pris en photo maintenant. Il y a une immense différence entre être prise en photo par une personne, qui fait preuve d'une grande bienveillance, d'une grande douceur dans son regard, et moi pour avoir parfois été prise en photo, Mmh. par, moi je sais pas, c'est une coïncidence, c'était des hommes, je sais pas si ça a un lien ou pas, mais où je me sentais vraiment pas à l'aise, quoi, et ça Mmh. fait des photos où je me trouve, Oui, ça se sent généralement, en moche, plus. quoi. Et je pense que c'est pas un hasard si tu as été aussi beaucoup, contactée pour faire des portraits. Enfin, tu fais d'autres choses que des portraits, mais tes portraits, ils ont quand même une patte très identifiable, et je me demandais si pour toi, il y avait presque une dimension un peu psy Ah justement, ouais, dans quand tu photographies complètement, quelqu'un, tu sondes un peu sa psyché, complètement quoi? et ce qui est fascinant, c'est de voir, quel que soit, entre guillemets, à quel point les personnes appartiennent ou non à des normes de beauté standardisées, ou je pense même par exemple à des actrices et cetera. L'insécurité des gens, c'est tout le monde. C'est un truc de fou. Ou même, quand je photographie une actrice ou quoi et que je lui dis: «Ah, tu es trop belle». Enfin moi j'ai le compliment facile parce qu'en fait, bon déjà je trouve que plein de gens, sont beaux. Enfin, même dans la rue et tout parfois c'est gênant mais je suis en mode: «Ah vous êtes super belle». Mais en fait, je vois pas pourquoi je me retiendrais de le dire parce qu'en plus quand je le dis, je vois bien que ça produit déjà bon c'est toujours sincère, hein, c'est jamais fake ou quoi, mais je vois bien que ça produit quelque chose sur la personne aussi, que ça la rassure puis, limite elles sont étonnées. Je suis là: «Mais attends, je comprends pas, enfin, tu une bête d'actrice, tu on te l'a déjà dit?» «Non mais les photographes, c'est vrai qu'ils le disent pas souvent et tout». J'étais là: «Ah bon? Mais ils sont trop bizarres les photographes, enfin, c'est quand même sous nos yeux, on a nos belles lumières et tout et puis on a un magnifique visage», pour moi c'est tellement normal de enfin voilà, de dire, «Bah, je te trouve trop belle». Et c'est vrai qu'aussi selon ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas, d'ailleurs j'essaie de pas rester trop silencieuse non plus, mais ça change, les des micro traits dans le visage, dans les yeux, dans l'intention. D'ailleurs, c'était hyper difficile finalement, par exemple, les portraits de la tête haute, parce que c'était tellement simple en termes de portrait. C'est vraiment, un portrait, presque on va dire, de photomaton dans le sens où c'est, très frontal, regard droit dans la caméra, et du coup, ça dépendait que de ce que je leur disais au moment même où je leur parlais de leur force, je repense à
une fille que j'adore, qui est dans le projet, qui s'appelle Flavie, qui est toute jeune, qui a un trouble, bipolaire et qui a une lumière en elle qui est tellement magnifique et je lui reparlais de ce qu'on s'était dit et cetera et je voyais vraiment qu'au fur et à mesure de l'image, enfin voilà, son regard s'ouvrait aussi et c'est vraiment très infime mais comme tu dis, il y a ce rapport, je pense, assez psychologique, assez thérapeutique et qui demande une sensibilité humaine, quoi. Ouais, une forme d'alliance thérapeutique en fait, hein, Mmh. qui est un peu la condition sine qua non pour qu'une thérapie fonctionne. Il faut qu'il y ait une Ouais, confiance entre le patient complètement. et le thérapeute, et pour qu'une Ouais, photo fonctionne, il faut qu'il y ait une confiance entre la complètement, photographe et le vraiment. sujet. Je Ouais, trouve. hyper. Enfin, je me sentirais pas à l'aise, même si je sens que la personne n'est pas à l'aise, je vais pas me sentir à l'aise. Après, c'est mon devoir à moi de faire en sorte que, je sais pas, même la température de la pièce ou typiquement, par exemple, la tête haute, il y a notamment dans les personnes, qui sont mises, en lumière, il y a Maxime Pérez Vaudguel. Putain, à chaque fois je galère avec son nom, pardon Maxime. Le fondateur de Le la Maison fondateur de la Perchée. Maison Perchée, entre autres et fondateur de plein de choses. Hem qui, quand j'ai visité la maison Perchée, j'ai tout de suite perçu aussi la dimension hyper importante de l'espace. Par exemple, la maison Perchée, c'est haut de plafond, c'est lumineux, c'est aéré et par exemple, quand j'ai fait la tête haute, bah, je voulais avoir un studio justement qui reprenne un peu ces codes-là parce que je savais que peut-être, un certain enfermement dans cette ambiance ou quoi, ça pouvait peut-être bloquer, certaines sensibilités ou quoi donc j'essaie vraiment de faire attention à plein de choses de cet ordre-là. Même avoir une fenêtre, par exemple, le regard peut aller loin. Parce que parfois, quand on confie des choses un peu dures ou un peu perso, ça peut être aussi un point de raccroche, juste le regard qui peut s'échapper par une fenêtre. Donc, ouais, c'est des éléments qui notamment, étaient importants pour moi, pour ce projet en particulier. Mmh. Bon, la Maison Perchée, on en parle très souvent dans Folie douce, mais je vais repréciser pour les gens qui écoutent que c'est un endroit à Paris, qui Mmh. favorise la paire aidance, donc le fait que des personnes concernées par des troubles, similaires puissent s'aider, entre elles et eux, c'est l'idée du patient, patiente, Mmh. expert et ça, c'est vraiment chouette. On adore, Ouais, ce que fait franchement, la c'est Maison un lieu Perchée. incroyable, Ils ont j'aurais aimé le aussi un connaître plus tôt. ils ont aussi un podcast hyper cool. Grave. Et dans tout ce que tu racontes, on entend, vraiment, je trouve que, voilà, le fait que tu veilles à la température de la pièce, à la lumière, à l'état d'esprit, à l'émotion que tu suscites chez ton sujet, on est déjà dans la dimension du soin et Mmh. c'est quelque chose qui ressort beaucoup, du projet, Maurice, Mmh. et donc je voudrais qu'on parle, maintenant, si tu es d'accord, un peu de Maurice et pour revenir aussi à ton enfance parce que c'est particulier, tu ton papa, il t'a eu à 61 ans. Ouais. Donc quand tu étais, petite, il venait te chercher à l'école, les gens pensaient que c'était ton grand-père, et puis c'est un homme, qui a vécu, la Seconde Guerre mondiale, Mmh. qui a échappé, je crois, à la une rafle nazie, à Anvers en Exactement, 1942 exactement. et c'est enfin, c'est marrant, j'allais dire, enfin, notre génération, en plus, tu un peu plus jeune que moi, c'est plutôt les grands-parents Oui, qui ont ces souvenirs de complètement. Seconde Guerre mondiale et je me suis demandé si ça avait, en fait, conditionné un peu ton enfance, d'avoir un père de cette génération? Bah, forcément, je Ouais, pense parce qu'on est toujours conditionné par notre environnement, mais parce que déjà, bah, j'avais un père âgé, donc j'avais un père à la retraite, donc j'avais un père présent, ouais. plus un père aimant. C'est vrai que c'est pas toujours le cas de tout le monde, donc j'ai eu cette chance-là d'avoir cette présence. Bon, mes 2 parents ont été très présents pour moi, mais c'est vrai que j'avais plutôt un schéma où c'était, maman travaille, à l'hôpital et papa, est à la maison, retraité. Hem et puis voilà, j'ai aussi grandi avec 2 personnes qui sont passionnées par le soin et qui parlaient que de ça et qui parlaient de comment aider les patients, comment aider les autres et tout, donc je pense que ça m'a aussi conditionnée et je pense que, en vrai, ma mère, elle a aussi choisi la psychiatrie parce que son père à elle avait été en camp de concentration pour résistance et qu'elle avait grandi avec des espèces d'anecdotes, de ces camps et cetera et qu'elle-même cette volonté d'être psychiatre, c'était de comprendre comment l'humain peut en arriver là. Donc je pense que forcément, inconsciemment, tout ça, m'a forgée aussi. Après par exemple, mon père, il parlait jamais de son judaïsme, je pense qu'il l'a beaucoup refoulé. Hem, Puis il a été enfant caché et je pense qu'il a gardé quelque chose, hyper inconscient de ce côté, enfant caché. Donc même le mot de passe de notre Wi-Fi à la maison, c'était son nom d'enfant caché. Donc j'étais en mode: «Waouh». Mais ça, par exemple, tu vois, c'est assez fou parce que ça, c'est des discussions malheureusement que je pourrais jamais avoir avec lui et où j'avais pas la maturité à 17 ans quand il a eu ce choc, suite à une opération où il est tombé dans le coma, qui ça lui a laissé des séquelles neurologiques définitives. J'avais pas cette maturité-là pour comprendre tous ces enjeux-là. Donc c'est aussi comment moi je les interprète aujourd'hui et de ce que j'ai vécu. Mais évidemment que ça m'a forgé. Puis de voir mon père vieux,
j'étais quand même pas bête non plus de savoir que, bah, je l'aurais maximum jusqu'à mes 30 ans, quoi. Enfin, à un moment donné, tu comptes, tu fais les calculs, quoi. Mais après forcément, quand à 17 ans, il est tom quand moi j'avais 17 ans et lui en avait 79 et qu'il est tombé malade, je pense que j'avais un peu cette pensée magique d'enfant où je pensais que, bah, vu que mes parents étaient, médecins, je sais pas pourquoi je les voyais comme un peu protégés, alors que pas du tout. Enfin, c'est sûr que leur connaissance médicale quelque part les protège, mais voilà, ils sont sujets à la maladie comme tout le monde. Mais souvent, c'est vrai que je pense que quand il y a une maladie qui arrive ou un accident, on se dit toujours, que ça n'arrive qu'aux autres. Évidemment, ça nous arrive à tous. Je pense que quand la maladie de mon père est tombée, je faisais déjà des photos, plutôt de mes copines et cetera. J'étais, comme je te disais, dans cet échappatoire un peu imaginaire, un peu presque bucolique, et d'un coup, la maladie de mon père, au début, j'ai fait quelques images documentaires, reportages, mais qui étaient assez sombres et surtout dont je ne faisais rien. Enfin, je les avais rangés dans des disques durs et j'en faisais rien. Et donc, il a eu ce cancer pas très longtemps. C'est important de le dire parce que quand il a été opéré, finalement, il a eu une complication, médicale qui a fait que voilà, il a eu des chocs pulmonaires, des arrêts cardiaques qui f ont fait que son cerveau a manqué d'oxygène. Derrière, il a eu ce coma de 43 jours et donc quand il est sorti de l'hôpital, il avait plus de tumeur, mais il avait le cerveau abîmé pour toujours. Donc finalement, mon projet, ça raconte aussi évidemment le cancer qui d'ailleurs, je trouve, est moins tabou aujourd'hui, mais à l'époque était encore très tabou. Enfin et derrière, il y avait aussi ces séquelles neurologiques qui s'apparentent plus finalement au quotidien des personnes qui peuvent vivre, par exemple, avec une personne peut-être qui a Alzheimer ou qui ont, voilà, un déficit, cognitif ou quoi. Et d'un coup, c'était pour moi, tout l'enjeu au-delà du corps malade ou de la personne malade, c'était, bah, voilà, mon père, est un peu à côté de la plaque, il est un peu sur sa planète. Alors, faut savoir que pendant 2 3 ans, il s'exprimait pas du tout et qu'il était très faible, qu'il a fallu tout lui réapprendre. Il était très dépendant, enfin, il est resté très dépendant, mais voilà, il savait même pas se servir de ses mains au début, marcher tout seul, manger tout seul, tout ça, fallait tout réapprendre et il allait un petit peu mieux, au fil des années malgré qu'il vieillissait, ce qui était assez étonnant. Donc il a récupéré certaines choses. Il y a une fois où il s'est rasé tout seul, de Il y a une lui-même, photo de ça. ouais, c'est assez ouf, bon, Mmh. il l'a plus refait, mais voilà, et en fait, ce qui était assez important pour moi, c'était, de me focaliser sur les petites choses qui sont des miracles et surtout, au début, quand il y a tout ça qui nous arrive, on est dans une forme de frustration. À la fois, on est hyper enfin moi, ma mère et moi, on était super reconnaissantes qu'il se réveille parce qu'il était enfin voilà, c'était pas dit qu'il se réveille de ce coma, il aurait pu y rester. Déjà, il y avait ce miracle du réveil et en même temps, après, il fallait découvrir ses séquelles, découvrir que c'est le corps de mon père, mais à l'intérieur, il a quand même changé. Et donc au début, il y a ce rapport de frustration, on a un peu la vie en dents de scie parce qu'il y a des rechutes tout le temps, parce qu'il y a un petit progrès, puis derrière on refait 5 pas en arrière. Donc il y a cette rap frustration à apprivoiser, plus, voilà, garder espoir, garder un rythme parce qu'en tant qu'aidant, c'est hyper difficile, physiquement, psychiquement, psychologiquement. D'un coup, il faut se transformer un peu en Superman, ranger ses émotions, puis voilà, justement, j'avais besoin de les transformer et c'est la photographie qui m'a aidée à ça. D'un coup, je me suis dit: «Ah mais c'est vrai que j'ai ces images documentaires dont j'avais jamais rien fait» et c'est au fur et à mesure des années finalement, moi, il faut savoir que j'ai déménagé à Paris, quand j'avais 19 ans, presque 20 ans, pour faire l'école des Gobelins, et en fait, cette distance, physique, le fait d'avoir un peu quitté le quotidien d'aidant et donc de plus être, par exemple, dans une fatigue, excessive ou dans une charge mentale, vraiment de l'ordre du quotidien, les médicaments, manger, machin, le relais avec les infirmiers et cetera. Je pense que ça a pu me permettre une forme de distance, mentale, de prendre du recul sur ce qui m'arrivait et sur ce projet. Puis il y avait plein d'inspirations aussi surréalistes qui me parlaient beaucoup parce que, j'aurais du mal à l'exprimer, mais en fait, l'espèce de mystère que je peux ressentir face à des œuvres de Magritte et à cette perception de la réalité qui est un peu biaisée et qui nous questionne, ben je la retrouvais face à mon père et à ses cheminements de pensée, altérés par ce coma, post-anoxique et par ses séquelles. Et d'un coup, je me suis dit: «Mais pourquoi on verrait, ça comme quelqu'un de diminué? Ou pourquoi on verrait ça comme, bah, quelqu'un qui a perdu la tête?» Je préférais, heu d'ailleurs, en plus, il y avait plein de choses très sensées qu'il disait et puis il y avait des choses très touchantes où quand, il y a des souvenirs qui lui reviennent ou qu'il se met à remélanger,
heu, une fable de La Fontaine avec un poème de Victor Hugo, lui-même s'en rend compte et en rigole et en fait, ça crée de la poésie. Donc j'ai décidé de voir de la poésie, en fait, dans ces séquelles et de grappiller tous ces moments de joie et de leur rendre hommage et moi, ça m'a tellement, ça a été révolutionnaire dans ma manière de percevoir cette épreuve de ma vie et d'un coup, ça devenait une source d'inspiration incroyable, ça devenait, un jeu artistique entre mon père et moi parce qu'il était pas toujours à même de communiquer ou bien d'être 100 présent, il était un peu perdu. Mais dès que je sortais l'appareil photo, ça le reconnectait Il immédiatement savait quoi faire. et ouais et puis il entrait dans une forme de jeu, puis je pense que ça lui ramenait aussi de la dignité, du divertissement. Lui-même disait que ça faisait de lui un vieillard, amusant et amusé et qui se rendait bien compte que c'était pas le cas des autres petits vieux et que voilà, ça lui redonnait une lumière qui lui faisait beaucoup de bien, et je pense qu'il a été assez touché aussi de genre, une nuit, j'ai pu lui montrer la maquette du livre, parce qu'il était plus éveillé la nuit que le jour et une nuit, j'ai pu lui montrer la maquette du livre, avant de l'envoyer à l'imprimeur et il était hyper impressionné, c'était trop mignon, et puis, je lui dis, «Qu'est-ce que tu as compris de l'histoire?» et il m'a dit, «Je pense que tu as compris mon histoire bien mieux que moi-même» et ouais, voilà, ouais, j'ai eu le petit et après, je lui ai dit: «Et quelle serait ta conclusion de l'histoire?» et c'est lui qui a dit: «Tristesse et rigolade», comme ça, de but en blanc. Donc j'ai dit: «Ah bah, ça doit être le titre du livre, c'est tellement beau que ce soit, ses propres mots sur sa propre vie à tellement d'échelles différentes» et puis après je lui ai fait écrire à la main «Tristesse et rigolade» et donc c'est gravé dans la couverture du livre. Mais pareil, tu vois, par exemple, le fait de le faire écrire, c'est une idée de stimulation en tant qu'aidante qui m'est venue et de manière créative parce que j'avais ce projet et que d'un coup je me suis dit: «Tiens, mais ce serait trop chouette d'avoir son écriture dans le livre, mais tiens, c'est marrant, c'est vrai que depuis qu'il s'est réveillé, on l'a jamais fait écrire. Qu'est-ce que ça donne?» et ça a donné, plein de choses très très poétiques et très surréalistes, même dans la manière dont il dispose les mots sur la feuille, les lettres, ce qu'il décide de dire. Donc c'était hyper incroyable pour moi de voir que la dimension artistique, au-delà de moi-même m'aider à digérer ce que j'étais en train de vivre et à mettre de la distance, mais aussi, de la beauté, dans mon accompagnement, et de pour moi être de quelque chose de thérapeutique, bah, ça m'aidait aussi en tant qu'aidante à trouver des nouvelles pistes créatives pour, bah, voilà, s'amuser différemment, le stimuler. Ce qui a enfin, en tout cas, moi, dans mon parcours à moi, il y avait beaucoup de questions de stimulation. Il fallait toujours le stimuler et tout et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être parfois un peu éprouvant, en tant qu'aidante. Mais ça m'a fait, enfin, c'était que de la d'un coup, ça devenait quelque chose de très joyeux et étonnamment, avec le nouveau chapitre que j'ai fait sur le deuil, bah, c'était un autre challenge parce que là, tu plus un partenaire de jeu, en fait. Tu as l'absence face à toi mais par exemple, mon père est mort un 4 septembre, comme tu le sais peut-être, il y a une station de métro et une rue 4 septembre, à Paris et donc moi j'étais là en mode à chaque fois, bah, tu le sais sûrement, les dates, ça nous fout dans le trou avec le deuil, enfin, il y a rien à faire, c'est une date où on revit tout C'est et absurde, c'est irréel c'est ce un truc truc de de la fou date. Ouais. et moi j'essaie de sensibiliser les gens ou les proches en tout cas. Souvent je dis à mes amis, «Soyez au taquet le 4 septembre parce que je veux que vous me souteniez ce jour-là». Parce que rien que le fait par exemple que plusieurs personnes pensent à lui ce jour-là et pas que moi, bah, ça m'aide. C'est tellement génial de le dire. Non, mais tu sais, on a parfois honte de demander de l'aide ou Ouais, de dire à ses potes, genre: «Soutenez-moi, je vais aller mal». C'est, genre, ouais, c'est planifié dans le calendrier et merci ouais. de nous montrer l'exemple en disant, on a le droit, en fait, de demander à nos potes du soutien. Bah, c'est vrai que, bah, je me permets ce jour-là, parce que bon, peut-être que je me le permets pas dans d'autres contextes, mais quand j'ai moi-même perçu qu'en fait ma solitude ce jour-là, elle était trop douloureuse, je Mmh. me suis dit: «Bah, tiens, ça m'aide». Même c'est bête, hein, mais souvent je fais une story et je reçois plein de messages et Ouais, le fait de recevoir plein de messages, ça m'aide de fou. tu très confort. Ouais, vraiment de me dire: «Bah, il y a plein de gens qui pensent à Maurice aujourd'hui, je suis pas toute seule à y penser». Puis, les morts, ils restent vivants dans nos cœurs, dans nos pensées, dans le fait qu'on en parle. Donc, c'était hyper important pour moi et justement, j'avais, dans ce travail de ce dernier chapitre, bah, fallait que j'aille photographier cette rue du 4 septembre. Donc j'avais un peu ce truc de je me remonte les manches, je vais l'affronter. Donc au début, je chialais et tout et genre maintenant quand je la traverse avec un sourire, quoi. Je me dis: «Ah bah tiens, je sais pas si c'est retourner un stigmate parce que c'est pas un stigmate, mais j'ai su retourner quelque chose où, bah, maintenant je me dis: "Bah tiens, il est quand même marrant d'être, mort un jour, où c'est écrit partout ce Ouais, jour", d'avoir une rue qui se ouais, c'est ça, célèbre. quoi. Mais ce que tu nous montres là, c'est aussi l'importance d'avoir un projet créatif et de faire quelque chose, voilà, de Mmh. de de stimulant intellectuellement, cognitivement. Déjà, tu rappelles quelque chose qui est super important. Je pense que peu de gens en ont conscience, en fait. Une grande partie des troubles psy, enfin une bonne partie en tout cas, ça peut venir
accident cérébral, ça Mmh. peut venir d'une voilà, d'un de quelque chose qui bug dans le cerveau à cause d'un AVC ou à cause d'une maladie comme Alzheimer et en fait, il y a beaucoup de personnes, qui ont la chance de vivre vieux, mais qui finissent avec des troubles cognitifs. Mmh. Oui, c'est vrai aussi. Souvent, c'est des choses qui déroutent énormément, les enfants, les Mmh. petits-enfants, parce que c'est ce que tu dis aussi au sujet de ton père, c'est une nouvelle personne, en fait, Mmh. qu'on a face à soi. Une personne qui a plus du tout les mêmes repères spatio-temporels, une façon différente de parler, qui va pouvoir ne pas avoir les souvenirs, qu'on a envie de convoquer avec lui. Ça peut être extrêmement déroutant. Mmh. J'ai dans mon entourage des personnes, qui ont des parents qui, voilà, qui ont des démences, séniles ou et qui sont absolument désemparés, Mmh. face à ces êtres qu'on a aimés et Mmh. qu'on perd. Donc je trouve que ce que tu démontres, c'est voilà, c'est qu'on peut en fait, garder un lien si on accepte de regarder le monde avec le même regard que la personne, en fait. C'est un peu ça que Oui, tu invites puis à c'est ça, faire? c'est que moi j'ai voulu un peu, ériger sa manière d'être en poésie, puis trouver beau, les parallèles qu'il fait. Puis après mon père gardait quand même, c'était assez fou, mais il gardait toujours un fond de sens quand même. Par exemple, je lui dis, «Papa, tu serais pas un peu à l'ouest?» et il me répond: «Non, je suis entre l'est et l'ouest». C'est hyper saucé quand on y pense, parce que ça veut dire qu'il sait qu'il est un peu à l'ouest, mais qu'il l'est pas tout à fait. Puis qui fait un jeu de mots, au passage. Après, faut dire aussi que, parce qu'à un moment donné, il y a eu suspicion, sur mon père au tout début quand il est sorti du coma, il y a eu suspicion d'un Alzheimer, sauf que non, en fait. Et surtout moi derrière, j'ai pu côtoyer des personnes qui ont Alzheimer et c'est quand même pas la même chose. Parce que c'est vrai qu'avec Alzheimer, il y a quelque chose de vraiment hyper difficile où on sent le sable glisser entre nos doigts. Moi, mon père, il y avait un peu un truc de on and off qui revenait et donc j'étais moins désemparée face, enfin voilà, je pense qu'aussi dans l'expérience de mon père, il y a eu un facteur «chance» entre guillemets. D'ailleurs, c'était aussi hem, je crois qu'il est neurologue, Stephen Lorace, le docteur qui a écrit la postface, qui me disait: «Votre père, je pense que de base, il avait genre un énorme stock de neurones Mais et que oui. ça l'a grave aidé». C'est-à-dire que même abîmé, il a gardé une forme d'intelligence, assez folle et voilà, moi j'ai voulu composer autour de ça. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'à toute échelle, parfois, quand on peut pas changer une situation, la seule chose qu'on peut changer, c'est notre regard face à cette situation, je vais arriver à le dire. Et donc c'est hyper important à prendre parce que déjà, bon, ça nous redonne une forme de pouvoir quelque part et ça permet de transformer quelque chose et donc de mieux le vivre, quoi. C'est toujours cette quête, je pense, de mieux vivre les épreuves de la vie, quoi, qui est Mmh. aussi de survie, quoi. Ouais, mais c'est hyper important effectivement, c'est quelque chose qui a été démontré en neurologie que d'avoir un certain capital cognitif, d'avoir eu une vie avec un métier qui nous intéresse, d'avoir eu l'habitude de lire, de se relier aux autres, ce qui cause d'ailleurs des discriminations sociales, terribles. Ouais, c'est clair. Ça peut avoir un rôle, hyper important dans la rémission, hein, de certaines Mmh. maladies ou dans la lutte contre les troubles, cognitifs. Et alors, il y a quelque chose, quoi, qui ressort, énormément, de ce que tu viens de partager avec nous et je pense que c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est que tu fais partie des proches aidants. Mmh. C'est un vocabulaire qui vient d'apparaître. Je pense que vraiment on vient de conscientiser Ouais. collectivement qu'il y avait une sorte de catégorie de la société qui était une catégorie en charge, d'accompagner les personnes vulnérables, personnes âgées, personnes malades, Mmh. et que c'était en soi, quelque chose d'extrêmement lourd, quelque chose qui avait un effet réel sur la santé, sur le psychisme. Tu en as vraiment témoigné. Il y a énormément de ressources qui existent aujourd'hui et je précise que dans la description de l'épisode, on va lister, des associations, des sites, des bouquins, qui permettent d'accompagner au mieux, les proches aidants et les proches aidantes. Est-ce que toi, à 17-18-19 ans, avec ta maman, quand vous étiez, avec, ton père malade, vous aviez conscience d'appartenir à cette catégorie? Première partie de la question et qu'est-ce qui vous a aidé? Comment vous vous êtes, vous, mis en place, des structures pour vous aider en tant qu'aidante? Bah, alors j c'est clair qu'il y avait pas ce mot. Enfin moi je l'avais pas du tout conscientisé. C'était juste, là quoi, la vie qui nous tombe dessus et on s'est pas tellement posé de questions. On s'est juste dit: «Bah, il faut aider, il faut qu'on soit là pour papa». C'était clair, à 100 pour nous qu'on voulait pas le placer dans une institution ou quoi ou qu'est-ce. On voulait vraiment qu'il reste avec nous et on a naturellement, par amour, pris cette, casquette, à la fois d'infirmière, de mère, enfin, on est devenues ses mères d'un coup. Hem, donc c'est vrai que, bah, moi, ça a changé plein de choses, dans ma vie. Ça a été un peu comme, pas je dirais une forme de rupture, mais il y a quand même ce truc où du jour au lendemain, je dois devenir la mère de mon père et je pense que ça
m'a forcément soustrait aussi à mon adolescence puisque finalement mon adolescence a été, un peu coincée entre ce rôle d'aidante où par exemple ça pouvait impacter même, mon implication à l'école ou mes études ou quand j'ai essayé de faire la fac, après le lycée, je me souviens, bah, que je pouvais pas aller étudier à la bibliothèque avec les autres parce qu'il fallait que je fasse le relais pour mon père avec les gardes malades et cetera. Enfin, donc il y avait un peu cet enjeu d'être de garde quelque part. Comme peuvent l'être par exemple les jeunes parents qui dorment que d'une oreille parce qu'ils ont peur que l'enfant se réveille ou pleure ou tombe ou que sais-je. Moi j'avais ce même état d'hypervigilance, la nuit où on dort que d'une oreille parce que il peut se passer quelque chose, il peut se lever, il peut tomber, il peut avoir besoin de quelque chose. Donc je pense déjà il y avait aussi beaucoup d'épuisement. Après, je me souviens quand en tout cas à l'époque, il me semblait qu'il y avait pas trop de ressources autour de nous. Nous, on a mis en place, on a eu la chance de pouvoir mettre en place un système d'aide familiale et d'aide soignante qui nous aidait, la journée. On a eu aussi, au bout d'un moment donné, au début, c'est nous qui, le lavions et cetera, l'habillions, puis à un moment donné, on a fait appel à des infirmiers pour prendre aussi ce relais-là, même si, bah, voilà, on était quand même présents et cetera. Mais déjà nous, ça nous aidait, enfin déjà ça aidait beaucoup mon père, puis nous, ça nous aidait de manière hallucinante. Enfin moi j'ai une reconnaissance et un respect et un amour, infini pour les aides-soignants, les aides familiales parce qu'elles n'aident pas que la personne malade, elles aident tout le système, qui est rendu malade aussi de par cette condition où d'un coup on doit se transformer en des super héros héroïnes pour le cas de ma mère et moi. J'ai eu aussi beaucoup de chance du fait que ma mère était médecin, donc ma mère avait aussi cette capacité de comprendre tout ce jargon et aussi de déceler des signes en se disant: «Ah bah tiens, la papa a le teint jaune, il vaut mieux qu'on aille faire un check-up» ou je sais pas quoi. Donc ça nous a aussi énormément aidé que ma mère soit médecin. Mais après, c'est vrai que moi, je pense que c'est peut-être un petit peu plus inhabituel de vivre, cet accompagnement d'un papa, âgé et malade à 17 ans. Donc autour de moi, il y avait personne qui vivait ça. C'est vrai que je me souviens, parfois en vouloir à mes amis ou en vouloir aux gens autour de moi de pas comprendre ou me dire: «Ah, salut, ça va?» J'avais envie de di qu'on me dise: «Non, dis-moi, comment ça va aujourd'hui?» parce qu'en fait, c'est une bataille de tous les jours. Mais bon, je l'exprimais pas forcément, puis je pense que cette espèce de colère, elle a fini par passer assez rapidement parce que je me suis rendu compte, bah, Charlotte, chacun sa vie, chacun ses traumas, chacun ses problèmes. C'est pas leur devoir de tout savoir et puis malheureusement, je pense que c'est quand même des choses, il y a on peut que les vivre pour les comprendre et souvent les gens les comprennent cette dimension-là des parents vieillissants ou des parents qui deviennent handicapés, bah, à un autre stade de leur vie. C'est exactement ce que j'allais dire. Quelque part, l'avoir vécu, à 20 ans, tu avais probablement, une des ressources, alors peut-être un manque de maturité, d'approche de la vie, j'en sais rien par rapport à quelqu'un de 40 ans, mais aussi vivre ce genre de moment quand on a 40-45 ans, qu'on a des enfants un peu Ouais, grands, quand on est en périménopause, quand on est peut-être plus fatigué, j'en sais rien, enfin je fais pas d'échelonnement, hiérarchique entre la difficulté que c'est, mais probablement tu as eu l'espace de vivre cet accompagnement de façon ouais, non, complètement c'est vrai. différente que si tu l'avais vécu à 40 ou 50 ans, comme c'est plus la norme, quoi. D'ailleurs, c'est drôle parce que d'un coup, ça me rappelle que j'avais regardé le film Amour de Haneke Ouais, avec Isabelle Huppert ouais. et que j'avais détesté son personnage. J'étais là: «C'est une mauvaise fille, elle s'occupe pas assez de ses parents et tout». Et alors qu'en fait, en effet, tu es pris dans une vie, tu es pris dans une vie de mère. Je pense d'ailleurs souvent, j'ai un ami qui a été, qui a été papa cette année, qui a perdu son père la même année. J'ai l'impression que souvent, il y a aussi une espèce de truc assez chelou où parfois l'arrivée d'un enfant s'accompagne d'une perte, Ouais. plutôt d'un ancien et je trouve ça hyper, assez symbolique et assez fort aussi, à vivre, ça doit être assez incroyable et triste et dur et en même temps beau et enfin bref, chamboulant en tout cas. Mais c'est vrai que, en tout cas moi à 17 ans, je me sentais un peu comme un cheveu dans la soupe et bon, heureusement qu'il y a eu ces aides familiales, ces aides-soignants, ces gardes-malades, qu'il y a eu ma mère aussi, et que j'ai eu la photo quoi. Parce que je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée à tenir Ouais. et à respirer quoi. Idée de génie et photo, sublime. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se Merci. dégage, bon, c'est une pure beauté, ce Maurice, il a un visage, vraiment Ouais, il est trop beau en extraordinaire plus. et Il est une trop prestance, touchant. une façon de porter les vêtements. Enfin voilà, on sent qu'il y a beaucoup d'amusement et pour les personnes qui ont pas vu, ces images, allez les regarder, allez voir l'expo, si vous êtes dans le coin de Bruxelles, achetez le livre parce que c'est Oui, vraiment, vraiment trop, trop beau merci. et ce dont j'ai pris conscience aussi et puis parce que tu as partagé avec moi un article hyper intéressant à ce sujet,
c'est que toute ta démarche, en fait, de redonner sa dignité, à ton père à travers ces images, de tisser de l'amour, de tisser du lien avec lui, ça s'inscrit complètement dans la pensée féministe du Care, Mmh. qui est une pensée, qui moi me tient à cœur énormément parce que je pense qu'en fait, c'est la solution, politique à tous les problèmes de la Ouais, c'est société. clair. Et ça, tu m'as dit en fait que tu en avais pas forcément même pris conscience, que tu avais même du mal à faire la continuité entre ton engagement féministe et ce que tu avais fait avec ton père, Mmh. alors que maintenant c'est Ouais, limpide. ouais. Ouais, maintenant ça me saute aux yeux en fait de cette démarche de soin, de regard, d'empathie, d'accompagnement. Bah, c'est quelque chose malheureusement qu'on a plus appris aux femmes. Et d'ailleurs, il y a eu des statistiques, où il me semble qu'en tout cas, il y a des pourcentages qui montrent que quand il y a, une maladie grave dans un couple, bah, plus souvent les femmes restent pour aider leur mari malade que l'inverse, même s'il y a des hommes fantastiques qui accompagnent merveilleusement des personnes malades au quotidien et je l'enlève pas. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension où les femmes, on les éduque dans le don de soi, immédiatement. Déjà dans cette optique de même de devenir mère ou, d'avoir un mari ou que sais-je, enfin quelque chose de très ancestral du don de soi. D'ailleurs ma mère aujourd'hui, elle se sent un peu perdue parce que mon père est plus là et je suis plus là, donc je vois bien qu'elle est perdue dans le fait qu'elle n'a plus personne à s'occuper j'aime que le féminisme m'aide à comprendre ma propre histoire familiale et l'histoire des femmes dans ma famille et cetera, parce que c'est très, parlant. Et donc c'est vrai que voilà, il y a cette construction plus féminine autour du don de soi, et donc en ce sens-là, il y a quelque chose de féministe dans ce projet, même dans peut-être le regard sur le corps plus fragilisé ou handicapé, de vouloir justement y mettre beaucoup de dignité, de poésie, de l'enrober de poésie et de beauté. Peut-être qu'il y a quelque chose de féministe dans cette démarche-là. Mmh. Et il y a pas aussi quelque chose de féministe dans le fait de montrer, une relation, père-fille, Mmh. basée sur la confiance, le C'est vrai. respect, sans domination? C'est vrai que, bah, plus souvent les féministes ont un rapport un peu plus compliqué à leur père ou en tout cas il y a eu, Bah, pas très relation sexiste de la société, hein, ouais. après, bon, moi mon père est quelqu'un qui est né en 1932, donc il devait sûrement avoir des petits bagages sexistes derrière lui, mais moi je l'ai jamais ressenti. Il m'a jamais, fait ressentir que j'étais sa possession ou sa chose ou que j'avais pas le droit à ci ou ça ou enfin les regards parfois un peu chelous peuvent avoir certains pères sur leurs filles. Moi c'était vraiment, enfin, je veux pas dire un ami, mais parce qu'il avait quand même ce côté paternel, mais voilà, on avait un rapport très complice, très joyeux et j'ai eu la chance d'avoir un père aimant, d'avoir un père tendre, d'avoir un père qui pleure, d'avoir un père, alors qui exprimait pas toujours ses émotions parce qu'il était assez anxieux, mais j'ai déjà vu mon père pleurer plein de fois et voilà quoi je pense que j'ai eu la chance d'avoir une chouette figure de père et que c'est aussi important d'en montrer à la fois pour, les Hyper hommes et pour les important. femmes, de montrer des belles, des parentalités, des paternités, je dirais même, positives et des beaux liens, père-fille, quoi. Ouais, big up à tous les papas, Grave. qui sont super avec leurs filles, notamment au mien. Trop bien. Ouais. Hem, Est-ce que, à un certain moment, ta mère ou toi, vous avez eu envie, d'être accompagnés par une psychologue avant, pendant, après? Bah, on était, accompagnés avant déjà, on avait une thérapeute familiale. Après j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs de thérapie pendant, cette maladie, en tout cas pendant que enfin même je me rends compte qu'on on a dû voir me justement une fois on a revu ma psy notre psy familiale, mais je pense pas qu'on prenait le temps, par exemple ma mère et moi, j'ai pas le souvenir qu'on prenait le temps d'y aller juste pour nous 2. Genre, on y est retourné une fois, quelques années plus tard après le coma, mais on avait emmené mon père et au début, on se disait: «Bah, il va pas dire grand-chose quoi, il va être, un peu dans son monde et tout» et je me souviens, c'est une séance où on a été toutes les 3. Je dis toutes les 3 parce que j'ai inclus la thérapeute avec ma mère et moi. Hyper surprise de mon père qui commence à s'exprimer, de manière en plus, hyper intéressante et intelligente dans les mots qu'il emploie et tout et à raconter, qu'il a l'impression de vivre une nouvelle forme de renaissance, qu'il retrouve plein de choses et que c'est très réjouissant et tout et genre ma mère et moi, je me souviens, on était un peu sur le cul en mode: «Waouh, c'est un truc de ouf là, il s'exprime et tout». Mais après, sinon, c'est vrai que j'ai pas le souvenir d'avoir été, tant accompagnée que ça. Déjà, j'avais pas tellement le temps
Je me souviens que j'ai quand même été à un moment donné sous antidépresseurs, je pense pendant la période du coma, qui en plus, s'est superposée à une période d'examen à l'école, donc vraiment c'était nimp. Je me souviens que c'était une période super bizarre, genre j'avais mon père dans le coma, au bord de la mort et en même temps je devais étudier des maths et faire un examen oral, enfin, c'était hyper dur. Mais voilà, puis on se soutenait du mieux qu'on pouvait avec ma mère, donc heu, donc voilà, mais c'est vrai que, comment dire? C'est plus un truc d'endurance, de sacrifice où, finalement on pense très peu à soi, quoi, dans ces moments-là. Ouais. C'est peut-être justement dans ces moments-là qu'on aurait surtout besoin d'avoir une oreille extérieure et Ouais, quelqu'un, complètement. ouais, on n'a pas forcément l'espace de créer ça, quoi. Non, mais je Mmh. pense qu'aujourd'hui peut-être plus et tant mieux, quoi. Le fait qu'on reconnaisse les aidants proches, qu'il y ait, même les réseaux, il y ait plein de comptes qui en parlent, enfin, il y a un accès beaucoup plus direct, je trouve, au partage de ce témoignage ou de cette expérience. Et tant mieux, parce que c'est vrai que moi, c'était aussi pour ça que j'ai fait ce livre. Déjà, c'était pour moi et mon père, pour vivre ce truc avec mon père, mais aussi c'était pour donner, une ressource à des personnes qui vivent aussi ça. Parce que, quand j'ai fait un Kickstarter, donc un projet de financement participatif en 2016 par rapport à ce livre et je me souviens, très, très bien, la veille au soir, d'un coup, je suis prise d'une espèce de panique en me disant: «Mais je vais afficher ma vie, c'est trop intime, c'est trop bizarre, ça se fait pas». Et donc d'un coup, je me faisais rattraper par le regard, des autres et je me disais: «Bah tiens, est-ce que c'est plus important pour moi de vivre ce projet avec mon père et de m'en fiche du regard des autres ou de juste de pas le vivre parce que j'ai peur que, je sais pas, on pense ci ou ça?» Donc heureusement, j'ai fait mon choix assez rapidement et j'ai fait le bon puisque j'ai lancé cette, campagne Kickstarter et en fait, le lendemain, j'ai reçu, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages et c'était fou parce que c'était que des inconnus mais qui d'un coup me livrait quelque chose de très intime Mmh. et de très fort en disant: «Mais moi aussi, mon père a le cancer, mais moi, ma mère a telle séquelle, machin» et c'était assez fou de se rendre compte et d'ailleurs j'ai ressenti la même chose avec la psychiatrie, qu'on est toutes, tous des âmes un peu esseulées dans cette souffrance Ouais. de ce qu'on traverse, que ce soit, être malade ou, assister à la maladie de quelqu'un qu'on aime ou être en dépression ou assister à la dépression de quelqu'un qu'on aime et cetera. Et qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou, mais du coup, cet isolement, renforce la souffrance et le désespoir, alors qu'on est plein de petites âmes esseulées qui souffrent et qu'en fait, quand on se rend compte de ce qui nous relie, même dans la souffrance, je trouve que ça même amène du baume au cœur, quoi. Moi, par exemple, quand je rencontre des personnes qui ont perdu un parent, ou un proche, bah, tu sais, ça nous relie direct parce que c'est un peu le club des endeuillés anonymes, c'est un peu le club des on sait ce que c'est, on est de ce côté-là, de savoir ce que c'est la pire peur de tout le monde d'ailleurs, d'avoir quel c'est la plus grande peur au monde, j'ai l'impression, je pense, perdre un proche ou bien se faire poursuivre, la nuit dans une forêt, mais mais sinon, je veux dire, voilà donc Ouais, c'est marrant parce que c'est la plus grande peur alors que c'est obligé que ça bah, arrive, en c'est fait. ça C'est quoi, la seule c'est la chose à laquelle on peut fatalité pas du tout échapper. et donc je Ouais. trouve ça important qu'on ait des ressources et qu'on se rende compte qu'on n'est pas tout seul, Mmh. et que, bah, souffrir ensemble, peut-être que c'est déjà, souffrir mieux et souffrir un peu moins. C'est déjà une démarche de père aidant ce que tu décris C'est là. vrai, ouais, Et complètement. puis je pense qu'il y a aussi, encore une fois, ça passe par ton outil, qui est l'outil photographique, qui est un outil génial et politique. Ça t'a montré ce qui habituellement est caché. Mmh mh. Oui, c'est vrai. Généralement, les personnes âgées, en situation de démence, elles sont bien cachées, derrière les murs des Complètement. EHPAD, elles sont complètement ignorées, invisibilisées, on n'a aucun récit, Mmh mh. aucune image pour les connaître et là, tu mets en lumière, et tu le mets magnifiquement, donc forcément ça aide, quoi Ouais, et c'est ça vrai. tisse du lien. L'appareil photo, c'est vraiment un projecteur, quoi, sur des sujets à la fois intimes et politiques et c'est ça que de dont je me suis rendu compte au fur et à mesure de ma vie et de mon parcours artistique, c'est que j'avais, comme un pouvoir de passation à la fois, d'autodigestion pour moi-même, bah, vivre des étapes de la vie, l'expérience de la vie, quoi, tout simplement et de comment je les digère, comment je les accepte, comment je les transforme et derrière aussi comment je peux les faire rayonner, avec d'autres gens et dans le cas même du projet de la tête haute, c'était hyper important pour moi qu'on puisse, bah, de pouvoir donner cette parole et qu'on puisse, enfin comme toi tu le fais très, très bien dans ton travail, dans tes podcasts, cette espèce d'effet de réverbération ou rien que dans cet acte de donner la parole, il y a aussi, hein, une volonté de réparer, de soigner, de partager donc ouais, vive le féminisme. C'est clair. Charlotte, la dernière question de Folie douce. Quelle est selon toi la meilleure de toutes les thérapies? Oh waouh! Mmh, la meilleure de toutes les thérapies. Je dirais qu'il y en a 3.
Mais bon, c'est très personnel, hein, mais bah, je dirais vraiment le rire. C'est tellement important. Vraiment même, je me souviens de ma meilleure pote à l'enterrement de mon père qui me dit: «Bah, je comprends pas, on n'attend pas ton père?» et où vraiment Tellement genre bien. on est en mode: «Waouh, OK!» et ben j'ai hurlé de rire ce jour-là, quoi et je pense que j'avais besoin de hurler de rire ce jour-là. Enfin, par exemple, même les fous rires aux enterrements, c'est tellement important. Hem, donc le rire en toutes circonstances, c'est vrai on peut pour moi, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde, c'est vrai aussi. On peut rire des choses horribles de la vie parce que, bah, par besoin. Je dirais l'art, évidemment, parce que cette capacité de traduire, de transformer, de faire quelque chose de. Et les câlins, mais ça c'est vraiment à titre personnel parce on n'a pas tous le même rapport, au tactile, de par nos histoires différentes et cetera et ça je le comprends bien. Je l'ai compris d'ailleurs en tant que photographe réalisatrice parce que j'avais cette impression que tout le monde était tactile et je me souviens d'un clip où j'ai voulu, qu'une mère et une fille se fassent un câlin et en le filmant, je me suis dit: «Mais c'est le premier câlin qu'elles se font de leur vie ou c'est comment?» et en fait, c'était une famille pas du tout tactile. Mais c'était hyper intéressant de le percevoir. Mais moi, c'est vrai que l'effet d'un câlin peut être incroyable, même si ça peut ne pas durer très longtemps et je pense que d'ailleurs, au bout de 17 secondes, il y a des hormones, importantes qui se dégagent et moi, c'est vrai que ouais, le d'ailleurs, même j'adore photographier des câlins, j'adore photographier des quand je photographie des groupes, j'aime bien aussi qu'il y ait des mains qui se lient ou des voilà, quelque chose de l'enveloppement, que je trouve, à la fois très beau à regarder, puis très beau à ressentir. Du rire, de l'art et des câlins, j'adore. Voilà, Programme parfait. franchement, on Merci essaye. infiniment Charlotte. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup.